Alors Olivier Morel, on dit de l'armée que c'est la grande muette, oui j'ai lu Libération, et de l'administration pénitentiaire la petite muette. Votre hiérarchie vous a laissé écrire et surtout publier ce livre sans problème? Oui, j'ai la faiblesse de penser que peut-être que la petite muette, c'est le passé, et qu'on va commencer à discuter, à communiquer. Vous Et faites partie de la nouvelle stratégie de communication de Michel Alliot-Marie, la garde des Sceaux? je ne sais pas si je suis instrumentaliste à ce point. J'essaie d'être un homme libre, mais en tous les cas, moi, ce que je revendique, c'est un petit peu la liberté de ton, la liberté de m'exprimer. Ah c'est clair. Donc je ne suis pas forcément tendre avec mon administration, mais en tout cas, je lui suis loyal. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été autorisé à publier ce livre, puisque étant astreint à un devoir de réserve. Oui, justement, il va jusqu'où le devoir de réserve? Ça veut dire quoi par rapport à un directeur de prison Écoutez, qui écrit ce que vous écrivez? Est-ce qu'on va détailler Globalement, le devoir de réserve, ça veut dire que je ne peux pas trahir, par exemple, le secret de l'instruction. Dans le livre, je n'ai parlé d'aucun détenu dont l'affaire est encore en cours, en instruction dans un cabinet de juge d'instruction ou en procès. Je n'ai pas cité de nom de détenus ou de nom de personnel, sauf ceux qui sont décédés en service. Et au-delà, d'un point de vue générique, ça veut dire que j'ai quand même pas le droit de tenir des propos qui puissent mettre en difficulté mon institution. Bien sûr. Vous êtes directeur, donc je le disais, de la maison centrale de Poissy, dans les Yvelines, et ça nous parle, comme on dit, ici. Regardez ces quelques images que nous devons à notre ami journaliste de LMTV, Mickaël Texier. Alors ça, c'est chez vous, à Poissy? C'est la porte d'entrée des logements de fonction des personnels. Voilà. Là, c'est l'entrée en détention. Et donc, vous allez voir à quelle occasion ces images ont été tournées. Je parie que c'est la sortie de Dany Le Prince. Et ben voilà, vous le faites en direct, en effet. La sortie de Dany Le Prince, c'était au mois de juillet, je crois, début juillet. Dany Le Prince, bien sûr, c'est l'affaire de Torigné-sur-Douai qui a fait l'objet d'une libération provisoire à la suite de la suspension de sa peine ordonnée par la Cour de révision. Une mesure exceptionnelle pour un détenu que vous qualifieriez d'exemplaire, de sans problème. Oui. D'abord, c'est une décision qui honore la justice. Et deuxièmement, sur la personnalité de Dany Le Prince, c'est quelqu'un qui... Oui, voilà, on peut dire que c'était un détenu exemplaire, un excellent comportement, un très grand travailleur. Il travaille dans un atelier où il faisait des lustres pour des amateurs d'art. Et puis, vous savez, dans une prison, un détenu qui, au bout de 16 ans, continue quand même à clamer son innocence avec autant de force, il n'y a pas 36 solutions. Soit il a un problème psychiatrique, auquel cas on peut le savoir assez rapidement, soit il y a quelques éléments qui peuvent nous faire penser que peut-être, il mérite une deuxième chance. Ça veut dire, Olivier Morel, qu'il y a des innocents en prison? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vous savez, la justice des hommes, elle est faillible. Vous savez, le principe de la justice, et notamment du procès en assises, c'est des magistrats, mais c'est le peuple. Ce sont des jurés qui rendent un jugement, une décision de justice. Donc, en l'espèce, le cas de Dany Le Prince est assez révélateur. Révélateur de quoi? Que premièrement, il n'y a pas des masses de détenus qui sont dans le même cas que Dany Le Prince. Dans un deuxième temps, qu'à un moment donné, la Cour de révision a pris une décision qui nous a semblé honorable et logique. Vous, ça fait un peu plus de 20 ans, 21 ans, je crois que vous êtes dans l'administration pénitentiaire. C'est votre premier cas de détenu. Je rappelle qu'il était condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'est la première fois que vous voyez quelqu'un sortir d'une des prisons dans lesquelles vous avez travaillé de cette manière? De cette manière-là, oui, même si en 1992, étant directeur adjoint à la maison d'arrêt de Grasse, j'avais eu à gérer le détenu Omar Haddad. Oui. Bon, c'était une autre problématique, mais en tous les cas, l'affaire Dany Le Prince, nous en tout cas, nous a marqué positivement. Alors, ce qu'on voit pas sur les images, c'est que une heure avant, Dany Le Prince était totalement euphorique.
Et au fur et à mesure que les minutes ont passé, il a commencé vraiment à stresser profondément. Et lorsqu'il sort, il est vraiment... Dans cette marée de journalistes en plus. Il est vraiment très stressé. Alors c'était assez en opposition avec son épouse, qui est quelqu'un d'assez solaire, quelqu'un d'assez extraverti, qui lui disait, mais souris Dany, tu sors, souris Dany, tu sors. Et Dany le Prince, il ne pouvait pas sourire. 16 ans de prison derrière. Une centrale, la maison centrale de Poissy, par exemple, une centrale, c'est la prison des longues peines. Oui. Alors que la maison d'arrêt, pour les gens, parce que bon, tout le monde n'est pas vraiment au courant, on trouve à la fois des condamnés à de courtes peines et aussi beaucoup de gens qui attendent leur jugement, c'est ça? Alors, une maison d'arrêt, c'est un établissement dans lequel on va trouver une bonne partie de détenus prévenus, c'est-à-dire qui sont atteints d'un jugement, donc certains présumés innocents. Les prévenus, ils sont tous présumés innocents avant le jugement. Oui. Et ensuite, vous voulez dire dont certains sont peut-être innocents. Voilà. Non, mais si vous voulez, quand vous tombez sur quelqu'un qui a été arrêté et qui reconnaît les faits, même s'il n'est pas jugé, la messe est dite. Et puis, des détenus condamnés à de courtes peines, 1 an, 2 ans, qui attendent leur libération. Ensuite, les maisons centrales, là, sont réservées aux détenus longue peine. Sur Poissy, 65% des détenus de la centrale sont condamnés à plus de 20 ans. Et je crois que vous avez 230 pensionnaires, comme vous dites. 230 détenus. Et 140 qui ont tué. 144 qui ont tué. 144 qui ont tué. Meurtre ou assassinat, oui. La différence entre les deux, c'est important parce que l'image des prisons, on va en reparler tout au long de cette émission, en essayant de faire la part des fantasmes et des réalités. L'image des prisons, c'est la surpopulation carcérale. Alors moi, je m'y connais pas plus que ça, mais en lisant votre livre, j'ai appris, vous allez me confirmer si c'est vrai, que par exemple, en maison centrale, tous les détenus sont dans des cellules individuelles. Alors que donc la surpopulation, les détenus à 5-6, c'est plutôt dans les maisons d'arrêt. C'est la règle. Tous les établissements pour peine, pas que les maisons centrales, établissements pour peine, c'est-à-dire les établissements pour les détenus condamnés, où on affecte des condamnés définitifs, la règle c'est une cellule, un détenu. Bon. Après, il y a tous les problèmes de surpopulation dont on peut parler dans certaines maisons d'arrêt. Je crois que ça ne sert à rien de nier la réalité. Il y a encore une petite vingtaine de prisons dans lesquelles il y a de la surpopulation. Bon, ces prisons, on va les fermer d'ici à 2015 et on va les reconstruire. Je crois que Le Mans a fait partie de ce process-là dernièrement. Oui, en effet, la maison d'arrêt du Mans a été fermée au profit de la maison d'arrêt des Croisettes à Coulennes. Voilà. Donc, bon, nous, ça sert à rien de nier que des prisons, certaines prisons sont vétustes et sont surpeuplées. Donc, l'objectif étant de dire, voilà, elles vont fermer en telle année et être reconstruites à côté. Donc, 2015, ça sera la fin du prochain programme immobilier qu'a initié Michel Alliot-Marie. Et à partir de là, on aura un des parcs immobiliers, enfin, un parc de prison, un des plus modernes d'Europe. D'accord. Donc, on a dit chez vous 230 prisonniers. Combien de surveillants, de matons? Comment on dit? On dit maton. Dans le livre, vous dites, ça vous choque pas qu'on dise maton, comme certains policiers, ça les choque pas qu'on dise flic. Oui, alors maton, en fait, il y a la manière de le dire. Quand moi je le dis ou quand un détenu le dit, bon, voilà, ça passe. Maintenant, c'est faux. Bon, ça peut être quand même un petit peu connoté péjorativement. Mais donc j'ai. Alors combien de surveillants? J'ai à peu près 180 surveillants. Quand on ajoute les gradés, les officiers, 230 détenus, 230 à 250 personnels pénitentiaires. D'accord. Le taulier, c'est une expression, le taulier, qu'on trouve à la fois dans la police et dans la pénitentiaire. Un taulier, c'est un directeur de prison. Là aussi, c'est un peu familier. Ou un taulier, tout simplement, c'est le commissaire de police. Donc généralement, les officiers disent, bon, voilà, ils parlent de taulier, c'est pareil chez nous. Il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux mondes. Vous parlez, on va passer à la pub dans un instant, mais vous parlez en particulier de beaucoup de choses, mais des tueurs en série dans ce livre. Et page 50, vous écrivez que les tueurs en série... Alors attendez que je retrouve ça. J'ai vu certains tueurs en série dont les yeux brillaient d'excitation tandis qu'ils me décrivaient leurs crimes. Et j'ai lu quelque part que vous écriviez un polar là-dessus. C'est si excitant que ça, les tueurs en série? Non. Honnêtement, ça n'a rien d'excitant. Quand on se retrouve face à des vrais tueurs en série,
ça peut effectivement être excitant dans la fiction d'un polar. Il y en a un dont vous parlez, vous dites pas son nom, mais enfin moi je peux le dire, c'est Guy Georges qui, quand il est arrivé, enfin j'ai cru comprendre que c'était Guy Georges, quand il est arrivé chez vous, il y a tout un chapitre là-dessus qui est assez intéressant avec des stagiaires, des jeunes femmes stagiaires qui sont fascinées par le personnage, le crime. Et oui, et effectivement cette fascination des 3 jeunes magistrates que j'avais dans le bureau était assez agaçante et assez révélatrice aussi, parce que nous, notre stratégie était de faire en sorte que la société l'oublie un peu. Donc, j'explique dans ce chapitre du livre que moi, je me sentais un petit peu comme un faiseur d'oubli. Donc, pour faire en sorte que ce tueur en série-là, que je ne nomme pas, ne devienne ni un mythe ni une star, et qu'il soit traité comme qui retombe dans l'anonymat, qu'il devienne un détenu comme les autres. Et effectivement, ça a été une stratégie de longue haleine qui a été dure à mener parce que y a toujours des gens qui sont fascinés par le crime et par l'aspect voyeuriste des tueurs en série. Oui, il y a qu'à voir certains films, certaines séries américaines. Bon. Il y a eu un film d'ailleurs sur lui de Claire Denis, je sais pas, mémoire. Je sais c'est pas. possible. Je sais pas. De toute façon, vous ne le citez pas. C'est moi qui ai une lecture. Olivier Morel, un peu de réclame et on continue à parler d'autres livres.